L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, je l'ai bien compris dans les commentaires, vous étiez super chaud pour que je reparle rapidement de la draft. Alors pas de soucis, je vous ai entendu, on est de retour pour un nouvel Airball Project. Après vous avoir parlé de Cooper Flagg, de Maxime Reynaud, de Nolan Traoré et un peu plus récemment d'Ace Bailey, je vous ai une nouvelle fois proposé tout un tas de noms sur le canal Instagram, histoire de savoir quel joueur vous vouliez découvrir en profondeur. Et cette fois, il n'y a pas eu photo. Dylan Harper a largement terminé en tête des votes. D'ailleurs, si vous voulez avoir votre mot à dire pour la prochaine vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Venez me suivre sur Insta, tout se passe là-bas en exclu et généralement c'est le dimanche. Vous avez le pouvoir de diriger la ligne éditoriale de cette chaîne YouTube, alors n'hésitez plus, rejoignez le mouvement. Mais ouais, aujourd'hui, c'est donc vous qui l'avez choisi, c'est Dylan Harper qui va être à l'honneur. Comme d'habitude, on va tout décortiquer, son parcours, sa saison à Rodgers, son profil, son évolution dans les mocks et surtout ses forces et ses faiblesses. On verra aussi dans quelle franchise il pourrait le mieux s'intégrer, à quel joueur on peut le comparer, et on tentera de se projeter 5 ans plus tard, histoire de savoir si Harper peut devenir une star en NBA. Alors installez-vous bien, prenez une grande respiration, on a tout plein de choses à découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors Dylan Harper, c'est d'abord un nom, et surtout un vrai héritage. Né le 2 mars 2006 dans le New Jersey, il a grandi dans une famille où le basket est bien plus qu'un sport, c'est une tradition. Son père, Ron Harper, a côtoyé les plus grands, enchaînant 15 saisons en NBA et 5 titres de champion aux côtés de Jordan et Kobe. Sa mère, Maria Pizarro, ancienne joueuse universitaire et aujourd'hui coach au lycée de Don Bosco, a aussi transmis la flamme. Et puis il y a le grand frère, Ron Harper Jr., passé par Rodgers avant de connaître la NBA avec les Raptors, puis les Pistons. Dans cette maison-là, le basket est clairement inscrit dans les gènes. Et très tôt, Dylan a montré qu'il comptait écrire sa propre histoire. C'est à Don Bosco Prep, un lycée catholique privé du New Jersey, qu'il va véritablement éclore. Dès sa seconde année, il tourne à plus de 15 points par match, mais c'est lors de sa saison junior qu'il va frapper un grand coup. Près de 25 points de moyenne, 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions par rencontre. Il est élu joueur de l'année dans l'État, un titre loin d'être anodin dans une région aussi compétitive, et là, ça s'enchaîne. En senior, il ne relâche pas la pression. 22 points, 6 rebonds, 3 passes et un leadership qui pousse les Ironmen vers un bilan de 29 victoires pour seulement 3 défaites, et surtout un titre d'état. Puis en parallèle du circuit scolaire, il brille aussi sur les circuits AAU, avec les New York Renaissance. Mention spéciale pour le tournoi Pitch Jam, où il confirme qu'il est l'un des meilleurs de sa génération. Il n'est pas juste bon, il est dominant, et ça ne passe pas inaperçu. Les plus grandes universités américaines veulent le recruter. Duke, Kansas, Indiana, Auburn, toutes frappent à sa porte. Mais en décembre 2023, Dylan surprend tout le monde. Il refuse les projecteurs de ces grandes institutions pour s'engager avec Rodgers. Un choix du cœur, un choix symbolique aussi. Il suit les traces de son frère, mais surtout il reste fidèle à son état, à sa communauté, à ceux qui l'ont vu grandir. Il parle de la connexion qu'il entretient depuis longtemps avec le staff des Scarlet Knights et de son envie de laisser une empreinte là où tout a commencé. Il devient alors le joueur le mieux classé de l'histoire du programme, rejoignant dans la foulée Ace Bailey, autre prospect 5 étoiles. Ensemble, ils forment l'un des duos les plus excitants de la QV 2024. Et si on devait encore douter de son niveau, son parcours avec l'équipe nationale américaine vient renforcer le tableau. Sélectionné pour représenter les États-Unis lors du mondial U19 en 2023, Dylan est le plus jeune joueur de l'équipe, le seul 2006, mais il tient son rang. 9 points, 5 rebonds et une place de titulaire au sein d'une sélection qui termine 4ème. Ok, il n'y a pas eu l'or, mais c'est une ligne de plus dans un parcours qui est déjà impressionnant. Alors non, Dylan ce n'est pas juste le fils d'eux ou le frère d'eux. Dylan, c'est un jeune garçon qui, jour après jour, construit sa propre légende. Mais justement, au-delà de ça, plus précisément, qui est-il exactement? Quel est son profil? Eh bien, c'est un arrière d'1m98 pour 100 kg. Déjà rien que ça pose le décor. On parle d'un joueur qui a la carrure d'un ailier, mais qui joue comme un meneur. Il a une envergure de 2m10, et franchement, quand tu le vois bouger, tu comprends que c'est pas juste des chiffres sur une fiche, c'est un jumbo guard pur jus. Et le truc, c'est que comme pour Ace Bailey, sa saison individuelle a été très bonne avec Rodgers, mais collectivement, ça a été beaucoup plus frustrant. L'équipe termine avec un bilan décevant de 15 victoires pour 17 défaites, une 11ème place de la Big Ten, et pas de qualification pour la March Madness. C'est dommage quand même pour un prospect de la trempe d'Harper, qui en plus de ça, a réellement tenu son rang, voire mieux. Dès ses premiers matchs en NCAA, il a répondu présent avec un niveau de
production ultra rare pour un freshman, surtout dans un contexte aussi instable. Et ce qu'on retiendra tous, c'est la façon dont il a débuté la saison comme une machine. Sur ses 13 premiers matchs, il tournait à 23 points, 5 rebonds et 5 passes avec plus de 52% de réussite au tir et un très solide 37% à 3 points. À ce moment-là, l'engouement autour de lui était énorme. Certains le voyaient même contester Cooper Flagg pour le first pick. Puis coup d'arrêt, il tombe malade, perd plus de 6 kilos, manque quelques rencontres et revient visiblement affaibli. Pendant 5 matchs, c'est la galère. Moins de 12 points par match et des pourcentages faméliques. Mais ouf, Harper a fini par se remettre sur pied bien comme il faut. Il termine sa saison fort, un retour à ses standards avec un énorme match face à Illinois, à 28 points, 6 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. Il s'est aussi illustré avec un triple-double face à Columbia, le premier pour Rutgers depuis 1983, et des cartons à 34, 36 et 37 points contre Washington, Notre-Dame et Alabama, à chaque fois avec au moins 50% de réussite au tir. Il boucle sa saison avec 27 points face à USC dans une défaite cruelle, mais en ayant tout donné jusqu'au bout. Alors oui, cette saison, il a connu des mésaventures, des hauts et des bas, mais il a fait preuve d'une force mentale assez remarquable, et ça c'est un très bon point. À tel point que pour la draft, il n'y a pas vraiment débat en ce moment. Toutes les mocks le voient choisi à la place 2. ESPN, The Athletic, Bleacher Report, NBA.com, c'est l'unanimité totale. Tous les spécialistes le situent juste derrière Cooper Flagg, et très clairement devant le reste du lot. Ça fait un bail maintenant que tout le monde l'imagine pick 2, et malgré les rebondissements de la loterie, rien n'a changé. C'est le genre de prospect qui coche toutes les cases, et à ce niveau-là, les franchises ne veulent pas faire dans l'originalité. C'est ainsi qu'arrive, pour mieux comprendre cette hype, le moment où on va tenter d'analyser son jeu. Et Dylan Harper, c'est avant tout un garçon qui joue à son propre tempo, et qui impose le sien aux autres. Tu le regardes dribbler, tu pourrais croire qu'il ralentit le jeu, mais en réalité, c'est lui qui orchestre tout. C'est même son terrain de jeu. Changer de rythme, feinter, déséquilibrer, et ce n'est pas juste du style. Il utilise réellement cette qualité pour se créer de vrais espaces. Il lit la défense comme un code informatique, et dès qu'une faille apparaît, il attaque. Swindle est l'un de ses atouts les plus précieux. Il est à l'aise dans les petits espaces, il peut dribbler des deux mains, il garde la balle basse et possède déjà une panoplie de moves de vétéran. Le plus impressionnant, c'est qu'il garde toujours le contrôle, même quand il est sous pression. Harper, c'est un créateur né. En sortie de pique, il est déjà l'un des meilleurs de sa classe. Il sait manipuler les défenses, attendre le bon moment et punir la moindre erreur. Et quand il décide d'aller au panier, là ça devient hyper compliqué pour ses adversaires. Parce que la pression qu'il met sur le cercle est élite. Dylan Harper, c'est un bulldozer avec des mains de chirurgien. Physiquement, il est souvent trop solide pour les arrières et trop mobile pour les ailiers. Surtout qu'il sait parfaitement comment utiliser son corps pour protéger la balle, absorber les contacts et finir avec finesse. Il affiche plus de 70% de réussite au cercle, ce qui est presque irréel pour un extérieur. Il peut finir des deux mains, changer d'attitude au dernier moment pour éviter un contre ou se servir du cercle comme protection. C'est intelligent, varié, maîtrisé et réellement impressionnant. Il change de direction au bon moment, baisse son centre de gravité, reste fluide. Sur ses drives, il est patient, déstabilise les défenseurs avec des hésitations, des feintes, puis il attaque dès qu'il sait qu'il a l'avantage. Harper ne fonce jamais dans le tas sans plan, il sait quand il faut ralentir, quand il faut accélérer, et au bout, soit il marque, soit il provoque la faute, mettant une pression constante sur la défense. Et en transition, bien sûr, toutes ses qualités se voient encore plus. Il lit le jeu en avance, il pousse la balle avec contrôle et utilise son talent de finisseur à la perfection. Il tourne à plus de 1,25 points par possession en contre-attaque. Ce n'est pas juste qu'il court vite, c'est qu'il court juste. Même à pleine vitesse, à chaque fois qu'il s'approche du panier, c'est pour semer un peu plus le chaos dans les défenses adverses. La seule chose qui lui manque peut-être un peu dans le domaine, c'est l'explosivité. Il peut dunker, oui, mais ce n'est pas son fond de commerce, ni ce qui définit son style. Quand il monte au cercle, c'est rarement aérien, c'est plutôt quand la voie est libre, souvent après un écran bien posé, que ses longs bras et son gabarit prennent le relais. Harper n'est donc pas forcément un joueur qui va forcément surprendre par le dynamisme de sa détente ou de son premier pas. Et c'est justement ce qui rend son jeu intéressant, il ne s'impose pas par l'explosivité mais par la maîtrise. Dans un monde où beaucoup de jeunes guards misent tout sur la vitesse ou le jump, Harper construit son jeu sur autre chose. Des dribbles, des feintes, des changements de direction. Il n'a pas besoin d'être au-dessus du cercle pour scorer, il peut y arriver autrement. Ceci dit, ce manque d'explosivité soulève aussi quelques questions, normal. À plus haut niveau, contre des défenseurs plus longs, plus rapides, plus physiques, est-ce qu'il saura encore se créer les mêmes angles, les mêmes fenêtres? Est-ce qu'il pourra finir aussi efficacement dans le trafic où les athlètes d'élite rôdent à chaque possession? Ce sont des interrogations légitimes. Mais ce qu'on a vu jusqu'ici en NCAA, c'est que c'est un joueur capable de compenser autrement, et souvent, chez les grands créateurs, c'est quelque chose qui fait la différence. À côté de ça, ce qui est frappant avec Dylan Harper, c'est qu'il peut avoir des séquences de jeu où il semble voir tout, où le ballon circule avec fluidité, où ses lectures sont instinctives, presque naturelles. Il garde la tête haute, scanne la défense, et si une aide tarde à se replacer, il lâche la passe parfaite pour ses coéquipiers. Quand il attire la défense à lui, il sait parfaitement trouver le bon angle. On sent chez lui une vraie compréhension du spacing, une utilisation très intelligente de sa gravité. Il possède beaucoup de flair, je trouve, dans sa manière de distribuer. Mais tout ça n'empêche pas non plus des ratés, qu'il devra au moins partiellement gommer pour la suite de sa carrière. Il a cette tendance à surdribbler, parfois à se compliquer la vie tout seul. Ce n'est pas rare de le voir forcer une action, rester un peu trop accroché à son idée de base et finir par perdre le ballon dans le trafic.
c'est là que sa prise de décision pose question. Il peut alterner entre une séquence de très haut niveau et une autre, où il s'enferme complètement tout seul dans une action sans issue. Il y a aussi sa sélection de tirs parfois douteuse. Il aime avoir la balle, aime créer, mais parfois ça se fait au détriment du flow collectif. Il y a des moments où l'on sent qu'il aurait pu se simplifier la tâche, ou juste faire confiance à un coéquipier mieux placé, et ça l'empêche d'être un playmaker élite pour le moment. Mais je ne veux pas non plus être trop sévère, car dans le domaine, au moins pour le moment, il reste largement au-dessus de la moyenne. S'il arrive à polir un petit peu son jeu, il pourrait devenir un véritable maestro avec le temps. Ça peut être l'une des clés de son développement, et une autre, ça peut être de progresser sur son jeu en pull-up. Pour l'instant, là-dedans, il y a un petit peu à boire et à manger, je dois le dire, et à mon sens, ça reste l'un de ses principaux chantiers. Ce n'est pas une question de confiance, il les prend sans sourciller, souvent en première intention, parfois même avec un certain culot, mais le problème, c'est la régularité. Un soir, il peut vous sortir un 4 sur 7 derrière l'arc en sortie de dribble avec des step backs bien sentis, et le match suivant, il enchaîne les tirs plats précipités, avec une mécanique qui s'effrite tout au long du match. C'est là qu'on touche à quelque chose de plus profond, sa gestuelle, qui pour moi manque de fluidité, ou au moins de régularité, de constance. Il suffit d'observer ses lancers francs pour se rendre compte du phénomène. Parfois c'est propre, et parfois c'est bien plus archaïque. Et ça, forcément, si ça se voit au lancer franc, ça se ressent aussi de manière plus globale dans son jeu. Sur ses pull-ups, notamment à 2 points, il n'obtient pas toujours une bonne élévation, et la trajectoire de son tir a parfois tendance à s'écraser. Ça se traduit par une vraie irrégularité, et quand il insiste à mi-distance, ça ressemble davantage à une solution par défaut plutôt qu'à un vrai plan de jeu. Pourtant, les flashs sont là, ils sont nombreux, et ça permet de rester plutôt optimiste pour la suite quand même. Il sait ralentir son drive, se stopper net et se relever en un éclair pour shooter au-dessus d'un défenseur. Il a cette capacité à faire mordre l'aide, à punir les défenses qui passent sous l'écran, et c'est fort mine de rien. Surtout que lors des workouts récents, il a montré de vrais progrès sur son tir en mouvement, et ça c'est la preuve qu'il bosse. Mais à ce stade, et pour l'instant c'est l'un des problèmes, il reste assez irrégulier sur son jump shot. Son efficacité reste trop dépendante de ses runs à chaud, trop inconstante pour qu'on puisse s'appuyer dessus avec certitude à l'échelon supérieur. S'il veut peser en NBA en tant que créateur principal, il va falloir franchir un cap sur ce point. Parce que les défenses NBA, elles ne lui feront pas de cadeau, elles vont le tester sur son tir. Et tant qu'il ne les punira pas de façon fiable et constante, ça restera une limite. Par contre, ce qui est rassurant, c'est qu'en catch and shoot, et même off-ball de façon plus générale, très fréquemment il assure. Harper a montré une vraie efficacité dans cet exercice avec un joli 45% de réussite dans ces situations. Sa mécanique n'est pas parfaite, mais le geste est fluide, propre. Et même sur ses coupes, la plupart du temps, j'apprécie beaucoup ce qu'il montre. Il est capable de lire les espaces, de sentir les timings et d'exploiter la moindre seconde d'inattention chez la défense. Que ce soit sur des cuts vers le panier ou des changements de direction malicieux, il sait se démarquer avec intelligence. Dans une attaque NBA avec potentiellement plusieurs porteurs de balles, cette capacité à punir off-ball, elle peut être décisive, super importante, elle n'est pas secondaire. Comme quoi, en attaque, Dylan Harper est un jeune homme bourré de qualité. Mais de l'autre côté du terrain, ça dit quoi? Eh bien, quand on parle de la défense de Dylan Harper, c'est son physique qui saute d'abord aux yeux. Avec ses 2,10 m d'envergure, il a cette capacité rare à défendre plusieurs positions sur le périmètre. Ça, c'est le genre de truc qui peut être crucial pour la NBA. Mais ce qui impressionne, plus que sa taille, c'est sa mobilité, je trouve. Harper n'est pas juste grand, il est capable de rester en face des ball handlers, de les suivre, même ceux qui veulent jouer physiquement et le pousser. Même après des écrans d'ailleurs, il accepte le contact sans broncher, et son énergie sur le terrain est palpable. Son jeu défensif repose aussi sur ses grandes mains actives et sur son sens du timing. Il récupère des ballons, il lit les passes avant même qu'elles ne partent, ce qui lui permet de faire des interceptions opportunes. C'est ce mélange entre instinct et anticipation qui fait de lui un défenseur prometteur. Il a un vrai côté chasseur de ballons, qui sur certains flashs rappelle certains des meilleurs défenseurs. De ce côté-là du terrain, il a le physique, les outils, mais aussi la lucidité et la précision. Son potentiel défensif est clairement un atout en vue de son arrivée dans la grande ligue. Et pourtant, ce qui surprend parfois et qui m'énerve régulièrement, c'est le manque d'effort qu'il peut avoir sur certaines phases de jeu. Il lui arrive trop régulièrement de se montrer trop inactif. Parfois, il flotte un peu trop off-ball, oublie son attaquant, n'est pas placé où il faut, et du coup, il arrive à la bourre. C'est dommage. Et même sur le porteur, alors que c'est l'une de ses spécialités, il peut lui arriver de faire preuve de nonchalance. De temps en temps, il lui manque ce petit supplément d'envie pour revenir quand il est battu. Il baisse très rapidement les bras et ça peut mettre la défense de son équipe en difficulté, comme si des fois il se désinvestissait, comme s'il avait la flemme de lutter alors qu'il en est parfaitement capable. C'est frustrant car quand il est pleinement engagé, Harper peut être un poison pour les attaquants. Malheureusement, cette constance dans l'effort n'est pas encore là, ou du moins elle est trop souvent absente. Le potentiel est évident, mais il faudra qu'il trouve ce moteur défensif qui lui permettra d'être à la fois plus présent et plus impactant, même quand il n'a pas la balle dans les mains. Sans ça, ses qualités défensives risquent d'être sous-exploitées. Mais bon, honnêtement, avec ce qu'il montre quand il est à fond, je pense qu'il peut rapidement franchir ce cap, c'est une question de volonté. Puis Dylan Harper, c'est un gamin qui a grandi avec le basket dans les gènes, et ça se ressent réellement. Il dégage une confiance tranquille mais solide, ce genre de joueur qui n'a pas peur de prendre les tirs importants quand la pression
pression monte, qu'il s'agisse d'un tir à 2 ou à 3 points en transition. Il assume pleinement. Ce n'est pas juste un talent technique, c'est surtout un leader qui sait motiver ses coéquipiers et porter son équipe quand ça compte vraiment. Ce que j'aime chez lui, c'est cette espèce de flamme en lui, qui ne faiblit pas, même quand ses tirs ne veulent pas rentrer. Il ne doute pas, il continue d'y aller, c'est un profil rare, il est ce genre de joueur qui te donne envie de lui passer la balle dans les moments chauds, parce qu'il a ce mental d'acier et cette capacité à garder la tête froide. Chez Dylan, la confiance et le leadership ne sont pas des mots en l'air, ce sont de vrais atouts qui font de lui un prospect avec un potentiel très solide en NBA. Et ce n'est pas par hasard si tout le monde l'imagine choisi avec le pick 2 de la prochaine draft, c'est que le concernant, le bilan est très positif globalement. Ses qualités physiques, son QI basket et sa polyvalence lui offrent une base forte, même si certains aspects restent encore à affiner. Son pull-up jumper notamment devra devenir plus fiable et constant s'il veut franchir un cap et prétendre à un statut All-Star. De même, sa défense loin du ballon reste un point d'interrogation, car il devra prouver qu'il peut utiliser pleinement son envergure et son intelligence défensive dans ses phases de jeu aussi. J'ai l'impression que son plafond n'est peut-être pas aussi élevé que certains l'imaginent, mais son plancher, lui, est hyper rassurant. Harper est un combo garde gaucher au gabarit imposant, et en fait, comme son père, il possède déjà le calme, la vision de jeu et les instincts pour gérer le rythme d'une rencontre des deux côtés du terrain. C'est cette capacité à combiner talent offensif, défense et leadership qui le différencie des autres jeunes de sa cuve. S'il parvient à améliorer certains détails de son jeu, il a toutes les armes pour à terme devenir un joueur majeur en NBA. Et si l'on joue le jeu des comparaisons, là encore plusieurs noms me viennent en tête. Le premier c'est James Harden, avec sa papade gauche. Chez les deux joueurs on retrouve cette création offensive sophistiquée, ces dribbles affûtés, cette capacité à gérer le tempo et à exploiter les écrans. Comme Harden, Harper excelle près du cercle, utilisant son corps pour protéger la balle sans forcément être très explosif. Harper, à l'instar d'Harden encore une fois, mise davantage sur le rythme et le footwork que sur la vitesse brute. Par contre, il lui manque encore ce talent pur en isolation et en pull-up qui ont fait la légende du barbu. Ensuite, dans le côté puissant et rusé sans forcément être très explosif, je retrouve aussi, à l'ancienne un peu plus, du Tyreke Evans dans son jeu. Comme Evans, Harper peut évoluer à plusieurs postes, créés pour lui-même et pour ses coéquipiers, tout en restant une menace constante sur ses drives. Evans a connu une saison rookie impressionnante, mais n'a pas confirmé par la suite, notamment à cause de son tir et d'un manque d'évolution mentale. Harper, lui, semble avoir une maturité et une discipline supérieure, ce qui pourrait lui éviter ce genre de piège. Enfin, Jalen Brunson est la comparaison la plus souvent évoquée, et je trouve qu'elle se tient. Un autre gaucher avec un QI basket élevé, une maîtrise des tempos et un leadership naturel. Là où Brunson est plus modeste physiquement, Harper dispose d'un avantage considérable avec sa taille et son envergure qui lui offre une polyvalence défensive rare chez les guards. Offensivement, Brunson est un scoreur efficace en mid-range et excellent dans la gestion des fins de match avec un tir extérieur fiable. Harper est moins adroit, mais plus athlétique, et comme Brunson, il est capable de jouer avec ou sans le ballon. Et en parallèle, on parle de deux défenseurs, ou en tout cas plus que corrects, même si l'un comme l'autre ne s'appuie pas forcément sur les mêmes qualités. Et puis tiens, tant qu'on parle de Brunson, il est temps de faire une petite parenthèse sur les playoffs, pour parler de Winamax, qui sponsorise cette vidéo encore une fois. Merci vraiment pour ça. Parce que ouais, en ce moment, dans cette post-season, même si dans les finales de conférence, les New-Yorkais n'ont pas forcément bien commencé, Brunson est l'un des joueurs qui se fait le plus remarquer. Les Knicks vont-ils aller au bout? Why not? Mais ça va être compliqué, car autour d'eux, il y a 3 autres équipes qui sont assoiffées, elles aussi. Et justement, Winamax propose des cotes bien croustillantes pour essayer de pronostiquer quel team soulèvera le trophée dans quelques semaines. OKC est archi favori, mais derrière, il y a des coups à tenter. Par exemple, si t'as envie de miser sur l'outsider Indiana ou sur le run de Minnesota, les cotes grimpent vite et elles peuvent être folles. On parle de gros multiplicateurs là. Un petit pari bien placé et tu peux rapidement transformer un billet en jackpot. Et le truc, c'est que même si t'as un feeling sur les Wolves, tu peux tenter ta chance sans prendre trop de risques. Et ouais, avec le lien que je t'ai mis en description, si ton premier pari est perdant, t'es remboursé cash jusqu'à 100 €. Oui, cash, pas en free bet, pas en bon d'achat, cash, tu peux le retirer direct, en vrai argent. Et il y a mieux, si tu utilises le code Le6ème quand tu fais ton premier dépôt, tu chopes tout de suite 10 € de paris offerts gratos. De quoi encore mieux rentrer dans le game pour vibrer encore plus. Et là je te le dis avec le plus grand sérieux, attention, les paris sportifs ce n'est pas non plus un passe-temps anodin. Si c'est interdit aux mineurs, ce n'est pas pour rien, tu paries uniquement si tu es majeur responsable et que t'es capable de t'imposer des limites. Ne mise jamais plus que ce que tu peux perdre, le but c'est d'ajouter un peu de piment pour les playoffs, pas de te retrouver dans la galère, et si un jour t'as un doute ou que ça commence à te prendre la tête ou à t'isoler, lève le pied, fais une pause et demande de l'aide. C'est important ça, il y a des numéros pour ça, et il y a aucune honte à les appeler. Quoi qu'il en soit, si t'as envie de soutenir la chaîne, de tester un pari sur cette fin de saison NBA et de tenter un petit coup malin, tout est prêt pour toi dans la description. T'as le lien, t'as l'offre, t'as le code, y a plus qu'à jouer. Mais bref, revenons à Dylan Harper maintenant, fermons la parenthèse des playoffs, parce que j'ai envie de parler de fit désormais. Et si je parle de fit, je suis obligé d'évoquer les Spurs, parce que c'est clairement l'équipe qu'il a dans le viseur avec son choix 2. Tous les signaux montrent que San Antonio va le sélectionner dans un mois. Après oui, on a entendu les rumeurs autour d'un possible trade pour Giannis Antetokounmpo, mais honnêtement ça paraît peu probable. Pour l'instant, la franchise texane semble vouloir construire autour de ces jeunes pépites, et Harper fait clairement partie du projet. Et puis les Spurs, autour de Victor Wembanyama, n'auront jamais assez de créateurs, je me dis. Et là, Dylan
Harper entre parfaitement dans ce rôle, ça peut être un vrai régulateur en périphérie, un joueur totalement capable de faciliter la vie du français. Sa capacité à passer, à dribbler, à défendre et à lire le jeu colle vraiment bien avec les qualités de l'alien, je trouve. Et dans l'autre sens, ça peut fonctionner à plein régime également. Wemby, de par son talent, attire les défenses comme un aimant. Voir Harper profiter des espaces créés pour attaquer le cercle, ça peut être pépite. Ce spacing pourrait régler une bonne partie des problèmes d'attaque des Spurs, et encore plus si Harper progresse sur son tir. Et ça, en plus, c'est en bonne voie. On l'a vu notamment sur Catch and Shoot, où il est très bon, et ça peut être super utile pour San Antonio. Dylan aurait également sûrement moins besoin de forcer sur son pull-up dans ces conditions, et ça c'est forcément une bonne chose. En vrai, la cohabitation entre les deux, Wemby et Dylan, ça peut vraiment faire des étincelles, et ça me fait un peu kiffer d'avance. Après, vous allez me dire qu'il va y avoir embouteillage sur les lignes arrière à San Antonio, et c'est vrai, vous avez totalement raison. Les Spurs ont déjà De'Aaron Fox et Stephen Castle sur les postes 1 et 2. Ceci dit, malgré tout ce qu'ils apportent, j'ai l'impression qu'Harper a des qualités différentes. Il est plus complet, fait des choses plus variées, et je pense qu'il peut vraiment afficher un profil complémentaire à ceux de Fox et Castle, être une vraie nouvelle pièce dans le puzzle texan. Surtout que parmi les trois, c'est peut-être bien lui qui a le plafond le plus haut, s'il est capable de l'atteindre. Maintenant, je vois bien Harper commencer sur le banc. Les Spurs sont patients, et ça lui permettrait d'apprendre et de monter en puissance tout en se familiarisant avec le jeu NBA. Il peut être un vrai joker en tant que 6ème homme, un facteur X, et il ne serait pas surprenant de le voir vite gagner du temps de jeu au fur et à mesure de la saison, et pourquoi pas jouer quelques fins de match serrées après. En résumé, même s'il y a du monde à son poste, Harper peut devenir l'un des éléments clés qu'il manquait à ses Spurs. Le front office texan s'en rend compte, et à mon avis, c'est bien pour ça qu'il tenait tant à conserver son pick 2, même avec Giannis Antetokounmpo potentiellement sur le marché. Mitch Johnson en tant que coach a entre ses mains un projet excitant, avec un potentiel énorme sur plusieurs années. Harper a déjà la mentalité pour faire grandir son équipe, et San Antonio a tout ce qu'il faut pour l'aider à atteindre ses objectifs. On a un mariage qui peut être prometteur, et qui sera sans aucun doute à suivre de près. Et si je prends ma boule de cristal, je me dis que Dylan a vraiment de quoi devenir à terme un co-lieutenant avec Fox à San Antonio derrière Wemby. Il pourrait même devenir un co-franchise player, qui sait. Les Spurs devront lui donner petit à petit les clés du jeu s'il confirme son potentiel. Dans ce cas, on pourrait le voir se développer tranquillement, à son rythme, sereinement, pour atteindre au final un niveau très solide. Ça peut être un mec qui dans 5 ans tourne en 22-7-7, qui enchaîne les triples-doubles, tout en étant un leader vocal qui stabilise l'attaque, mais aussi un défenseur respecté grâce à sa puissance et sa discipline. Ce scénario exige ceci dit obligatoirement une structure cohérente, et la maison Spurs paraît parfaite pour ça. Maintenant, si jamais il y a un tremblement de terre, que les Spurs ne le choisissent pas, ou qu'ils n'arrivent pas à s'y intégrer, il y a aussi un monde où on peut être beaucoup plus pessimiste. Son tir pourrait ne pas progresser, il pourrait peiner à créer des décalages à cause de son manque d'explosivité et finir par être trop prévisible pour avoir un vrai impact. Sans rôle clair, sans savoir s'il est plutôt meneur ou plutôt arrière, il pourrait devenir un joueur de rotation irrégulier, un joueur qui se ferait beaucoup transférer, un peu comme Tyreke Evans finalement. Trop de changements de coach ou de système pourraient toucher sa confiance en plus, et ainsi aggraver la situation. Mais comme d'hab, entre ces deux extrêmes qui me semblent assez irréalistes, d'un côté comme dans l'autre, il y a un juste milieu qui lui me paraît plus probable. Je vois bien Harper se développer pendant 1 ou 2 ans en sortie de banc, en tant que 6ème homme de luxe, le temps qu'il trouve ses marques. Ça lui donnerait l'occasion de progresser régulièrement, de devenir un gestionnaire solide, capable d'organiser l'attaque et d'apporter de la constance près du cercle, et ce, même si son tir extérieur ou en pull-up progresse peu. Son rôle serait celui d'un leader de vestiaire avec un fort QI basket, un safe pick confirmé, et dans 5 ans, je le vois bien devenir un titulaire plus que solide, un joueur proche du niveau All-Star, ou pas loin. Harper ne sera peut-être pas une superstar directement, mais je pense tout de même qu'il peut rapidement devenir un joueur très fiable en NBA. S'il continue à exploiter ses forces principales et travaille pour gommer ses faiblesses, il peut même devenir un pilier. Peut-être pas le joueur autour duquel tu construis ta franchise tout seul, mais une option 2 ou 3 très fiable dans une équipe qui gagne. Et si les Spurs obtiennent ça en Harper, je pense qu'ils vont vite se frotter les mains avec l'arrière dans le roster. Et vous en pensez quoi, vous? Il en sera où dans 5 ans, à votre avis? Et les Spurs, ça vous semble bien, malgré l'embouteillage à son poste? Dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire et de liker les messages les plus intéressants.